Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, afin de terminer 2025 en beauté, c'est un petit peu une tradition sur ma chaîne, je vais vous parler d'un film très important. Soit que je découvre, soit qui m'est cher, peu importe. Là, il s'agit d'un énième revisionnage. Me concernant d'ailleurs, pour une œuvre qui a fêté cette année ses 50 ans, à savoir Vol au-dessus d'un nid de coucou, One Flew Over the Cuckoo's Nest de Miloš Forman pour la version cinéma. Ce n'est pas son premier film hollywoodien, à ce grand monsieur de la nouvelle vague tchèque, mais on va dire que c'est peut-être son premier très important au pays de l'oncle Sam, lui qui a fui notamment la répression du printemps de Prague, etc., etc. Ça peut se sentir ici. Adapté d'un roman éponyme, donc, qui a été traduit autrement en français par son titre, mais bon, à la sortie du film, ils ont ressorti le bouquin avec ce titre. Ken Casey à l'écriture, qui était un étudiant en psychologie à l'époque, bon, et qui voulait dénoncer là les maltraitances, 1962, donc encore c'était, on va dire, d'actualité, de l'institution psychiatrique. Une dizaine d'années plus tard, etc., c'est plus trop, on va dire, le cas normalement, donc dans les hôpitaux ou autres institutions où on détenait des malades dits mentaux, entre guillemets, mais ici, ce Bruno de 7e art a une autre visée, j'y reviendrai. J'ai lu le bouquin, il y a 2-3 ans, je crois. Il y a des choses à dire, mais si je dois en parler un petit peu, indirectement, pour faire quelques petits parallèles, je le ferai certainement dans la zone spoiler, parce qu'on n'a pas le même point de vue, pas le même narrateur principal, ou personnage principal, ici, qui est incarné fatalement, et ça, c'est connu, hein, c'est l'un de ses grands rôles, il sortait de Chinatown, et ici, il confirme, Jack Nicholson, je crois qu'il a eu l'Oscar, hein. Bon, bref, à ses côtés, Louise Fletcher, qui joue la fameuse infirmière en chef, Miss Ratched, avec un nom très intéressant, bon, c'était le même dans le bouquin, hein, mais Ratched, alors Ratched c'est une sorte de truc pour serrer les boulons, donc vous voyez, elle serre la vis, c'est le cas de le dire, mais Ratched aussi ça veut dire misérable, voilà, quelqu'un qui est wretched, quoi. Donc il y a aussi évidemment sur l'onomastique des choses à dire, et tout autour de ces deux personnages principaux, vraiment, je crois qu'elle aussi elle a eu l'Oscar, hein. Il y a eu beaucoup d'Oscars pour ce film, il y a les débuts au cinéma, vraiment, hein, de Brad Dourif, tout jeune à l'époque, mais aussi de Christopher Lloyd, qui avait quand même déjà sa carrière au théâtre avant. Voilà. Presque aussi premier rôle, mais bon, il a fait quelques apparitions avant, de Danny DeVito, qui avait joué son personnage d'ailleurs du film aussi sur pièce de théâtre, parce que le bouquin a été mis en pièce de théâtre, puis après au cinéma. Et toute une bande de gars qu'on va retrouver par ailleurs, hein, évidemment, Scatman Crothers 5 ans après dans Shining, Vincent Schiavelli aussi, qui est parti assez tôt, lui, et un certain William Redfield qui est décédé peu après la sortie du film, parce qu'il a eu une leucémie qui a été détectée durant le tournage d'ailleurs. Mais n'oublions pas, pour moi, ce qui est l'autre personnage principal, et j'y reviendrai à un moment forcément, Will Sampson, qui joue ici le natif américain, un colosse, là, qui est mutique, qui observe et qui ne parle pas, qui a l'air résigné, on ne sait pas trop. Et évidemment, je peux le dire là, hein, dans le bouquin, c'est lui, le point de vue de narrateur. Alors que là, on suit vraiment le focus du personnage Randall Patrick McMurphy, donc joué par Jack Nicholson, qui est l'électron libre, qui va mettre une sorte de grain de sable dans un système bien huilé. Enfin, huilé, c'est façon de parler, là. Hein. Parce que, voilà, bon, grosso modo, on va suivre ce sociopathe, là, qui a été inculpé pour viol sur mineur. Alors déjà, il y a quelque chose de très intéressant, hein, sur cette base de synopsis, parce qu'il s'agit d'une œuvre beaucoup plus nuancée qu'on pourrait le penser, et on pourrait en faire des critiques, ou peut-être c'était voulu aussi à l'époque, hein, indirectement. On est dans le nouvel Hollywood, on essaye de triturer certaines choses. Bref, l'américain qui veut sortir du système américain, parce que c'est clairement ça, le mâle toxique qui est un peu tricheur, frauduleur, voilà, qui veut profiter aussi d'un système qu'il a laissé tomber, donc il veut tenter ici de jouer avec le système, il veut se faire passer pour fou. Voilà, il est en prison, il a tenté un truc, et donc là il se fait mettre en institution, peut-être plus pour facilement s'évader, évidemment, on le voit, il est très doué là-dessus. Donc un acteur, joué par un acteur dans une fiction, il y a ça qui est très important, et ça reviendra aussi sur plusieurs points du film. Et donc là, il va découvrir, on va dire, comment localement ça se passe, avec les autres patients, qui sont donc considérés comme aliénés, mais le sont-ils, mais comment? C'est une bonne question, ça, de quel point de vue? Et évidemment, la mainmise de l'infirmière en chef, qui est le seul personnage féminin important, il y en a une autre d'infirmière, hein, qu'on voit un peu au début du film. Mais voilà. Alors, il y a d'autres personnages féminins qui sont là pour la récréation, entre guillemets. Allez, c'est un film, sur une certaine lecture, qu'on pourrait presque qualifier de sexiste. Parce que la seule femme au pouvoir, quand même, est montrée comme la méchante, et c'est intéressant.
Mais je pense il faut voir ceci de plusieurs manières. C'est pour ça que je parlais de nuances. C'est vraiment passionnant comme travail artistique. Et donc, évidemment, ici, McMurphy, en tant qu'électron libre, il a son individualisme à lui, mais il veut questionner le conformisme local. Ça, c'est passionnant parce qu'il va se confronter à cela et peut-être devenir beaucoup plus collectif que prévu pour faire soulever les foules. Et là, on a le cinéma libérateur, émancipateur, potentiel, rebelle d'un Miloš Forman qui fera souvent ça à Hollywood, mais voilà, des gens qui sont contre un certain système, qui veulent le révolutionner d'une certaine manière. Il faut le savoir, Miloš Forman, je l'ai dit, il a fui le communisme dur de son pays. Il a connu le nazisme aussi au début de sa vie. Et là, il entre de plein pied dans une industrie hollywoodienne, certes, qui essaye de s'émanciper par le nouvel Hollywood, mais très vite, derrière, il connaîtra un petit peu les rouages. Grand cinéaste pour cela, hein, Miloš Forman. Alors je vous renvoie à d'autres de ses œuvres, Amadeus bien sûr, ou Man on the Moon. Il y en a certains que j'ai pas encore vus, notamment Ragtime, qui me paraît être intéressant, ou Larry Flint, une autre forme de rebelle, si vous voulez, tiens. Je m'y intéresserai le temps venu. Il faudra que je m'intéresse aussi à ces films tchèques, tiens. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on va voir comment ça va se passer, et évidemment comment le système oppresse intérieurement, dans une Amérique qui déjà oppresse. Il y a le personnage du natif américain, potentiellement, qui aussi est là par oppression, et oppression de ses ancêtres. À un moment, il y a une information qui va être intéressante à ce sujet, j'en dis pas plus. Alors, évidemment, la vraie complexité d'un personnage qui est détestable sur le papier, potentiellement, c'est un escroc pur, manipulateur, et donc qui a violé une mineure aussi, enfin voilà, il essaye de s'en justifier, de s'en dédouaner, donc il y a quand même quelque chose, on nous le présente un peu négativement quand même, mais bon, donc on ne peut pas s'attacher ultimement à lui, et tant mieux. Et c'est pour ça que le film est beaucoup plus passionnant qu'on pourrait le croire. Et c'est pas juste un brûlot contre donc l'institution psychiatrique, parce que comme je pouvais le dire là, c'est presque désuet déjà à l'époque. Il pouvait toujours y avoir des abus, il y en a peut-être encore, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui est électrochoc, voire lobotomisation, tout ça, normalement, c'était déjà banni dans les traitements, donc en 1975, enfin logiquement en tout cas. Et cette idée donc de huis clos, hein, parce que nous sommes dans un huis clos intérieur, avec de l'or débarbelé, bien sûr. Hein. Dans cette salle-là, souvent, on va avoir des thérapies de groupe aussi, et le personnage de Ratched, qui est exceptionnel sur certains points, qui en dit long. Et vous avez donc une lecture philosophique aussi sociétale, et de plein de points psychologiques. C'est pour ça qu'à plusieurs degrés de lecture, c'est pas facile. Surtout quand tu le vois plusieurs fois, bah, tu commences à voir un petit peu tout ce que tu veux. Et c'est un film qui est ancré dans le nouvel Hollywood. Je l'aime beaucoup ce film. Voilà, c'est évident. Pour des raisons différentes à chaque fois que je le vois, je peux avoir certaines réserves minimum, bon, mais au final, il se passe ce qui se passe dans le dernier acte, et en fait, tout fait sens. D'ailleurs, le film s'ouvre sur l'extérieur. Plan, voilà, vers cette Amérique, c'est l'Ouest, hein, c'est les dernières terres conquises à l'époque, c'est l'Oregon. Voilà. Je renvoie à un film dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, là, de Kelly Reichardt, qui s'appelle La Dernière Piste. Bon, hein, voilà, mais rien à voir, mais... On peut penser aussi, d'ailleurs, à ces trucs, rien à voir, mais au Cercle des poètes disparus, parce que vous avez cet anticonformiste qui débarque là, et qu'à un moment, on voit l'infirmière en chef qui l'observe de la fenêtre, là, hein, c'est un petit peu ce plan, on voit le principal qui observe Keating dans le Cercle des poètes disparus, mais j'ai pensé à ça, rien à voir, de toute façon, ça serait une inspiration que Peter Weir aurait faite de ce film-là, si jamais, pour la mise en scène. Donc, je ne sais pas, ou les scénaristes, peu importe. Bref, cette idée-là, je m'y perds un peu forcément, le nouvel Hollywood, le côté anti-système ultime qui va puiser dans beaucoup de choses, cette envie de réformer un petit peu, de faire bouger les lignes. Et c'est passionnant. Cette introduction vers l'extérieur, quelques échappées belles à un moment, une partie de pêche, même échappée belle à l'intérieur, le temps d'une virée nocturne, entre guillemets, il y a des petits trucs comme ça, ou aussi faire appel à l'imaginaire, parce que ce n'est pas possible d'eux. Voilà, il est confronté au système intérieur et les patients semblent tellement soumis. Ça aussi, c'est passionnant. Qu'à un moment, pour un match de baseball qu'il voulait voir, mais on peut pas. La télé, on l'allume pas quand on veut, on fait pas ce qu'on veut. Il va l'imaginer et le jouer. Enfin, il va faire des commentaires comme ça et va émanciper ainsi les choses. C'est un appel à l'émancipation, mais lui-même, le personnage de McMurphy, qui veut s'émanciper physiquement, hein, s'évader, va aussi aider les autres, peut-être indirectement, à tenter de s'évader et de prendre contrôle, connaissance et conscience de ce qui se passe là. Et c'est là où on a quelque chose de passionnant dans l'idée que ce film est sorti la même année qu'un bouquin célèbre de Michel Foucault, qui s'appelle Surveiller et punir. Je vais, voilà, très très vite faire
une simplification des choses, hein, qui parlait justement de cette société de surveillance, indirectement, qui anticipait peut-être ce qui est aujourd'hui une forme de post-Big Brother et tout, mais c'est une réponse là, hein, un petit peu indirecte à l'époque aussi, qui reprenait aussi les théories idéaliste, dangereuse du coup, de Jeremy Bentham, je crois que c'est un philosophe du fin du 18e, si je ne me trompe pas, qui parlait du panopticon, le panoptique, la surveillance. Cette idée qu'on est surveillé, et puis finalement, cette idée de surveillance fait qu'on se soumet finalement par dépit, et puis c'est une sorte de faux confort qui se met en place. Alors ça, c'est Foucault qui le disait plus par rapport à cette idée-là. Et le film le montre dans sa mise en scène, c'est-à-dire que Miloš Forman part de ce principe. Alors, rien à voir avec le bouquin de Foucault qui sort la même année, donc c'est un hasard. Un hasard d'époque, un hasard post-68, post-libération, post-mouvement hippie, déjà qui était en désuétude, parce qu'on commençait à retourner quand même dans des sociétés un peu plus strictes. Aux États-Unis, on est post-Nixon, etc., etc., crise pétrolière, il y a plein de petits trucs où on commence quand même à avoir une chute de l'idéal. Et ici, le personnage de Ratched sait tout, voit tout et contrôle tout. Et c'est ça le plus important du film, en fait. Il faut partir sur ça, à mon avis. Le fait qu'elle soit souvent avec ses collègues derrière la baie vitrée, là où on administre les médicaments, où on balance la musique très fort exprès, soi-disant parce que les personnes âgées n'entendent pas là, parmi les patients, mais en fait c'est pour écraser aussi. Il y a une forme de... Voilà, le truc permanent dans le bruit pour les éviter peut-être de pouvoir réfléchir, de pouvoir discuter entre eux positivement et tenter des choses. Ça, c'est très intéressant. Et elle est là. Alors, c'est pas le fameux panopticon circulaire de Bentham, là, mais c'est là. Par contre, le côté circulaire de la force, de la domination, on la voit dans les thérapies de groupe qu'elle impose. Elle est là, et autour, on écoute. Et c'est à ce moment-là qu'à un moment, McMurphy, justement, se rend compte à quel point les autres sont complètement soumis, contrôlés, et il ne comprend pas pourquoi. Par exemple, pour le match de baseball, il se dit, vote à main levée, tout le monde va lever la main, hop, hop, hop. Eh ben non, elle gagne. Et Mitch Ratched, pendant le film, elle va souvent gagner comme ça. Et va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que prévu, de faire passer pour fou, de peut-être soulever la foule. Et en plus, il ne dupe personne vraiment, en fait, hein, McMurphy. Même s'il joue, alors c'est ça, il joue mal, il joue bien, il joue mal, le fou, est-ce que... Enfin, l'aliéné, etc., aux yeux de la société. Est-ce que, du coup, Nicholson, il joue très bien quand il joue, il en fait trop ou pas assez. Et c'est ça qui est un grand jeu d'acteur de Jack Nicholson, c'est qu'il va jamais tomber forcément dans un cliché, parce qu'il ne l'est pas. Il est plus dans le cliché du gars manipulateur qui va tenter et qui va se rendre compte et qui va aussi ouvrir les yeux. C'est un film de point de vue, d'observation. Et le personnage du chef, entre guillemets, Brabden, donc le géant amérindien natif, parfait ça, il ne parle pas, il est mutique, mais il regarde, résigné ou non, bonne question. Mais en tout cas, en plus de son point de vue très grand comme ça, il surplombe un petit peu les choses. Ça pourrait lui passer au-dessus, mais en fait, il impose des choses indirectement par son silence. Pourtant, il ne fait rien. Il est en mode un peu Bartleby dans Bartleby de Scrivener de Merville. C'est un roman court que je vous conseille. C'est-à-dire qu'il préférerait pas faire, mais il est là, il en dit pas. Il y a une forme de résistance passive aussi, mais restons vagues. Et donc cette idée un peu foucaldienne, si vous voulez, indirectement, ça s'inscrit dans la même époque, dans la même idée, dans la même observation du monde que Miloš Forman avait, ses scénaristes, forcément, parce qu'il y a des scénaristes derrière qui n'ont pas fait grand-chose d'intéressant. Il y a Bo Goldman qui, plusieurs années, fera rencontre avec Joe Black, totalement un autre style, et l'autre personne, c'est Lawrence Hauben, qui, c'est son seul scénario majeur, en tout cas au cinéma. Il a été acteur aussi, le monsieur, mais bon, c'est intéressant ça. Alors, il y a eu la pièce de théâtre, il y a eu le bouquin, mais le bouquin est changé quand même. Il y a eu des choix qui ont été faits. Et ça, c'est passionnant sur le plan philosophique, d'une même idée de observer donc la société, l'époque dans laquelle il vivait, et voir comment ce contrôle-là commençait peut-être à être étouffant, mais en même temps, il y a une domination, elle est là, et le film ne va pas forcément la briser. C'est pas évident. Quand bien même, ces moments d'émancipation et de liberté qu'on a dans le film, en fait, sont presque des illusions, soit par l'imaginaire, soit par une partie de pêche, mais après, il y a le retour au bercail de toute façon. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, ils volent un bus et tout, ils pourraient partir à l'autre bout du monde, dans la nature de l'Oregon, créer une autre société extérieure, pas du tout, non, après, il y a le retour, de toute façon. Voilà, avec j'allais dire des prostituées, techniquement, c'est pas des prostituées, mais bon, ces filles-là, qui reviendront plus tard dans une fête, qui sont des amis du personnage de Jack Nicholson. Le traitement du personnage féminin dans le film est à revoir, mais parce qu'il y a eu un choix qui a été fait à l'époque, et je pense que ça renforce aussi le côté très sociétal, patriarcal, global du truc, et on a des gens qui sont matrixés par cela. Le personnage de Jack Nicholson, il est matrixé par cette société capitalisto-américaine très patriarcale, qui fait qu'il en a pris aussi le mal, et qu'il en a fait le mal. C'est quelqu'un qui est lui aussi bouffé par le système, quand bien même il se prend pour l'électron libre qui veut en abuser, il est totalement dedans.
Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut le voir. Alors, Miss Pratchett, elle est là, et c'est un personnage beaucoup plus nuancé qu'on pourrait le croire, mais bon, évidemment, le film ne peut pas aller plus loin. Alors, il y a une série, je ne sais pas ce qu'elle veut montrer de la série, peut-être pour réhabiliter le personnage et lui donner plus d'épaisseur, mais là, en tout cas, la froideur est parfaite, et Louise Fletcher est exceptionnelle là-dessus, dans le contrôle total. Elle le perd quasiment jamais, si ce n'est un peu vers la fin quand même. Et là-dessus, la mise en scène, que ce soit en huis clos, de nuit, un peu... elle est très forte dans le côté huis clos, dans le côté enfermement, oui, mais à hauteur d'homme, comme ça, on est parmi ces patients-là, et on essaye, nous, en tant que spectateurs, de comprendre, d'observer aussi, nous, parce qu'on regarde le film, on réfléchit, on observe, mais après, où est le système, qui a raison, qui a tort. Et en fait, on va plus se plaindre les autres patients autour, notamment celui joué par Brad Dourif, le tout jeune, là, etc., etc. Ça, c'est intéressant, parce que je pense que Miloš Forman a voulu aussi. Il a placé des pions, comme ça, système, anti-système, il y a des problèmes un peu partout, hein, mais en fait, il y a des vrais innocents là-dedans qui trinquent, hein, et qui sont là, pour la plupart, entre guillemets, de leur plein gré. Enfin, c'est beaucoup plus complexe, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ça, la folie du système, en fait, qui est plus forte que, soi-disant, l'aliénation de ces gens qui, en fait, s'ils le sont, c'est à cause de ce qui les écrase, et en fait, peut-être ne le sont-ils pas. Peut-être qu'ils sont les plus sains d'esprit, sont parmi, parfois, les plus, entre guillemets, fous, les cuckoos. Parce qu'on dit la version anglophone, coucou, ça veut dire cuckoo, ça veut dire un peu... C'est un argot pour dire timbré, hein, si vous voulez, en version anglaise. D'ailleurs, du coup, le titre français est moins bien, parce que coucou, en français, on pense pas forcément à des gens atteints d'eux. Voilà, atteints d'eux, 3 petits points. Et donc il y a plein de choses là-dessus, la musique est très discrète, quand elle apparaît, elle est là au début, elle est là à la fin, ça veut dire quelque chose. Avec cette scie musicale, on voit qu'il y a une dissonance, et en même temps c'est doux amer, quoi. Et donc ça, c'est passionnant, et voilà, scène nocturne, scène extérieure, la photographie évolue, évidemment, elle est bien gérée par 2 gens, hein, d'ailleurs, Haskell Wexler et Bill Butler. C'est peut-être qu'il y en a un qui a fait plus les intérieurs ou nocturnes, et l'autre plus les extérieurs, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais ce serait pas illogique. Il y a 3 au montage aussi, enfin, il y a plusieurs personnes dans chaque catégorie de la création du film, c'est passionnant ça. C'est intéressant parce que justement, il peut y avoir plusieurs tons par moment. Et puis spoiler, allez, j'y arrive là, parce que sinon je vais faire une vidéo trop longue. Et puis vous êtes peut-être occupé à autre chose, en préparer le 31 là. Mais du coup, le personnage donc principal du bouquin, qui l'est, hein, le chef Bromden, joué ici par Will Sampson, qui semble très secondaire dans le film, et on peut se poser la question, on se dit, réécriture, bon. Et en fait, à la fin, on comprend mieux. Enfin, arrivé aux 2/3 du film, je crois, on comprend donc qu'il n'est pas du tout mutique, il entend et il parle. Et cette révélation-là, qui, pour ceux qui connaissaient le bouquin à l'époque, ce n'est pas censé être un suspense. Puis on voit à un moment, et quand il va voler le bus, là, il fait un petit sourire, on comprend qu'il n'est pas si mutique que ça, et pas si résigné non plus, il y a un truc. Et derrière, donc du coup, il y a ce dialogue-là, et peut-être qu'il va se trouver un allié, McMurphy. En effet, avec, en plus, Bromden qui est très fort, il y a peut-être quelque chose. Ah oui, possible évasion, émancipation, à un moment, il organise cette soirée nocturne, là, McMurphy, pour déniaiser un peu les gens aussi, alors ça c'est terrible, on va y revenir très vite, et pour peut-être se barrer, mais il ne pourra pas se barrer, et pour cause, parce que ça a mal, c'est terminé. Bon, déjà il essaye de soudoyer là, le vieux veilleur de nuit, joué par le gars qui sera dans Shining après, hein. Il y a cette idée terrible, vraiment, bon, il offre les services de ses copines, un peu réducteur, hein, bon, c'est les années 70, notamment au jeune Billy qui va se dépuceler, hein, grosso modo, et c'est terrible en fait, parce qu'en offrant cela, McMurphy, cette émancipation qui est très superflue peut-être sur un papier, enfin c'est quelque chose, vous voyez, c'est presque de l'illusion en soi, parce que c'est temporaire, et ça va le mener à sa perte, puisque à cause de cela, l'infirmière va opérer, et elle va se faire en mode, voilà, encore plus contrôle. Elle est surnommée Big Nurse dans le film, dans le bouquin je sais plus aussi peut-être. C'est un peu Big Mother en fait, c'est pas Big Brother, il y a l'idée de Big Mother dans le bouquin de Foucault aussi, c'est-à-dire qu'elle a cette idée protectrice mais très dure aussi à la fois, et là elle se mue en idée maternelle parce qu'elle se dit l'amie de la mère de Billy, elle lui fait la morale, cette idée de morale de vieille Amérique qui va tuer dans l'œuf la possible émancipation et sortie du système de Billy qui choisit de se suicider. Voilà. Je crois que dans le bouquin c'est pas le même personnage qui se suicide, hein, si je me trompe pas, bon, peu importe. Mais voilà, et c'est terrible parce que c'est de la faute à McMurphy, c'est l'électrochoc. C'est-à-dire qu'il subit des électrochocs avant et ça lui fait rien, mais là, c'est le véritable électrochoc. Absolu. Et il va être responsable de cela. Donc, il va finir lobotomisé. Mais l'électrochoc trop tardif, finalement. Il ne peut pas partir,
et on va l'émanciper en lui enlevant toute possibilité de réaction humaine et de réflexion et de rébellion. Et c'est là où c'est un électrochoc, c'est un film d'électrochoc par électrochoc en fait, et pour le spectateur aussi, l'électrochoc ultime pour donc le grand chef, qui va se barrer. Et là, il y a évidemment le foreshadowing au début, vers le début en tout cas, cette fontaine hydrothérapique là, qui est impossible à enlever et tout. En fait, lui, étant hyper colosse, va réussir, va le balancer par la fenêtre et se barrer. Plan de liberté, l'émancipation finale, vers les plaines potentielles de ses ancêtres, je ne sais pas. En tout cas, Miloš Forman choisit un geste, c'est de libérer. Le seul personnage qui va vraiment être libéré, c'est lui, qui va revenir finalement vivre sa vie loin de ce système américain. Il y a un discours là-dessus, justement, hein, anti-colonialiste, anti-domination, donc purement US. Ça fait partie de ces films là aussi qui regardent l'Amérique d'un point de vue d'un metteur en scène étranger. Il y en a beaucoup comme ça, et celui-ci, on peut le classer ainsi par la fin. Mais avant, évidemment, le chef émancipe et libère notre personnage principal qui ne l'est plus à la fin, McMurphy, en le tuant. Voilà, il le lobotomise, il le libère. C'est violent, mais c'est intéressant aussi de la façon dont c'est placé là, forcément. Et là, la mise en scène sur tout le dernier acte, la conclusion, est irréprochable. Miloš Forman, il fait pas dans le spectaculaire, il fait dans le quasi-documentaire par moment, même si c'est pas trop le cas. Il a un petit peu connu, il s'est documenté, où il a connu à l'époque les institutions tchèques qui étaient peut-être comme ça, justement, avant qu'il ne quitte le pays. Et là, justement, il en fait un petit peu une transposition, avec cette oppression-là, qui n'est pas sans rappeler l'opposition, donc l'oppression communiste de son pays, etc., qui a maté via l'URSS au final indirectement toute possibilité d'émancipation. Vous voyez l'allégorie ici avec la répression du printemps de Prague, peut-être. Donc c'est passionnant cela. Et en fait, vol au-dessus d'un nid de coucou, il ne faut pas le voir juste comme un brûlot anti-violence psychiatrique sur des patients. Ça serait trop réducteur. Je vais faire un spoiler. Voilà un film qu'il faut revoir, hein, si vous l'avez déjà vu, avec d'autres prismes, c'est toujours intéressant. Je vous conseille le bouquin aussi, qui est différent, alors d'ailleurs Casey a refusé, enfin, il n'a pas renié, mais il n'a pas apprécié plutôt cette version cinématographique, mais beaucoup d'auteurs l'ont fait, hein, même parler de Shining par la présence ici de l'acteur de Scatman Crothers, on sait que King n'a pas aimé la version de Kubrick. Bon, c'est normal, c'est une question d'ego aussi, de relecture, c'est pas forcément évident, mais je pense que Miloš Forman et ses scénaristes, on ne va pas les oublier, ont proposé quelque chose là de passionnant aussi dans 1975, cette époque-là. On commence à tomber un peu de cet élan de liberté, même si le nouvel Hollywood est inscrit, il est inscrit, oui, mais en fait c'est que par l'imagination et l'illusion de l'art, peut-être, indirectement, que peut-être la liberté du réel se fait, mais justement, avec ces actes politiques, on y croit encore, et sachant d'où vient Miloš Forman, c'est doublement fort. Alors oui, Casey, institution psychiatrique et tout, il n'a pas accepté qu'on reprenne son œuvre 13 ans après, différemment, même si on reprend des bases, et que évidemment ça s'inscrit dans un autre élan politique. Finalement, le bouquin de Casey, il est politique d'une certaine manière, mais il ne l'est pas ainsi autant que ce film-là. Après, on peut toujours faire certains reproches, de notre point de vue 50 ans après, bien sûr, sur la façon de gérer le personnage féminin. Et je pense qu'il faut le voir aussi dans cette oppression d'un système qui indirectement utilise, par patriarcat, l'image d'une femme forte qui semble sans émotion, et qui semble, elle aussi, de toute façon, piégée dans son propre système qu'elle croit contrôler. Et ce piège se refermera sur elle, de toute façon, indirectement aussi. Donc, évidemment, tout ceci nous fait comprendre que ces personnages-là sont des pions qui essayent plus ou moins de vivre et de s'émanciper, mais c'est compliqué, y compris le vieilleur de nuit, là, qui se fait avoir facilement avec des filles. Enfin, c'est tout un délire, là. Et le choix du personnage principal, qui est un vrai anti-héros, qui a quand même commis quelque chose de grave pour en arriver là, mais on essaye de voir sa fuite émancipatrice en déjouant les rouages. On ne peut pas y croire d'emblée, en fait. Et en fait, on comprend comment la construction scénaristico-artistique et narrative s'est faite sur ce film-là. Et le personnage le plus important, finalement, c'est celui de Will Sampson. Mais bon, on en revient peut-être ici, finalement, à ce que a voulu dire aussi indirectement Casey en choisissant ce personnage en tant que narrateur, je pense. Enfin, bon. En tout cas, je vous conseille ce film, alors peut-être pas ce soir si vous avez d'autres choses à faire. Bon, si vous passez votre 31 tout seul, ça peut être une bonne idée aussi, hein, évidemment. Mais j'attends vos commentaires, alors peut-être avec la gueule de bois hein, que vous ferez ceci le lendemain ou ces prochains jours. Mais n'hésitez pas à donner votre avis sur ce grand film de cinéma, d'un nouvel Hollywood,
qui questionne l'enfermement et aussi cette difficile possibilité d'émancipation, ou alors à quel prix. Et évidemment, si vous voulez, par extension, le cinéma de Miloš Forman. Allez, je vous attends au tournant et je vous dis à la prochaine, ou à l'année prochaine. Ciao!